Cette semaine, si vous avez plus de 50 ans, que vous travaillez chez Uber et que vous êtes sur Facebook, ça va être compliqué. Oh la semaine! Cette semaine, je souhaitais vous parler de South by Southwest, qui est un événement qui se tient tous les ans à Austin et qui dure 9 jours en mélangeant musique et technologie. Sauf que cette semaine, sur un fond de cyberattaques russes contre les infrastructures américaines et sans doute européennes, la foudre est tombée sur Facebook pour ses pratiques de gestion des données, sur Uber pour sa technologie qui n'a pas l'air d'être super au point, et sur toutes les entreprises de la tech et notamment IBM pour leurs pratiques managériales. À moins que vous n'ayez passé la semaine sur la Lune ou enfermé dans une grotte, vous avez dû apprendre qu'une entreprise de marketing appelée Cambridge Analytica avait récupéré, gardé secrète et finalement utilisé les données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook pour orienter les élections de 2016. Si le scandale éclate seulement cette semaine, nous entendons pourtant parler des pratiques douteuses de Cambridge Analytica depuis au moins 2 ans. Alors que s'est-il passé ? Tout a commencé par la mise en ligne d'un questionnaire sur Facebook intitulé « This is your digital life » qui a été développé par un chercheur d'origine américano-russe appelé Alexandre Kogan. Ce sont 270 000 personnes qui ont répondu à ce questionnaire et ce faisant ont donné accès à leur propre profil, mais également, comme Facebook l'autorisait jusqu'en 2015, aux données des profils de leurs amis. Alors quand on parle de données, en fait, rien n'a été piraté, puisque tout a été consenti et que Facebook l'autorisait. Maintenant, les données qui ont été récupérées concernaient les profils, donc tout ce que vous avez pu renseigner sur vos vues religieuses ou politiques, ce que vous avez partagé et vos likes. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'idée de ce test est plus ancienne. Elle provient de 2 collègues de Kogan, qui s'appellent Michael Kosinski et David Stilwell, qui ont développé une app pour Facebook qui a fonctionné entre 2007 et 2012 et qui s'appelait My Personality et qui permettait à ceux qui souhaitaient remplir le questionnaire d'identifier leur profil de personnalité en utilisant les fameux Big Five qu'on appelle aussi le modèle Océan. Je vous laisse chercher sur Google. Les 7,5 millions, là on n'est plus sur 270 000 personnes, les 7,5 millions de personnes qui ont répondu à ce test, donc de 2007 à 2012, avaient donc plusieurs placards d'avertissement, attention, si vous répondez à ce test, nous allons récupérer de façon anonyme les données, notamment votre profil, vos partages et vos likes. Donc là, c'était annoncé, même si on est d'accord que lorsqu'on utilise Facebook, on a tendance à cliquer assez vite sans forcément lire les consignes et les avertissements. Les chercheurs ont ensuite relié les résultats à ce test de facteurs de personnalité avec les likes et les partages faits par les personnes qui ont répondu au test sur Facebook. Et ils se sont aperçus, par exemple, que les personnes qui avaient une tendance libérale, donc dans le sens américain du terme, plutôt à gauche en France, intervention économique, mais mœurs libres, avaient un profil de personnalité beaucoup plus orienté sur l'ouverture, c'est-à-dire sur la curiosité, l'imagination ou la créativité. C'est ce test qui a donné l'idée à Kogan et ensuite à Cambridge Analytica de faire de la rétro-ingénierie de likes pour revenir à l'œuf en partant de l'omelette, en créant ce qu'ils ont appelé, ce que le marketing appelle désormais, la psychographie. La psychographie est un mot valise constitué de psychologie et de démographie. L'idée est de substituer aux données démographiques utilisées habituellement par les marketeurs par un état d'esprit psychologique. En d'autres mots, ces données démographiques constituées de votre âge, de votre nationalité, de la zone géographique dans laquelle vous vivez, de votre situation professionnelle et matrimoniale, est remplacée par une persona constituée de votre état d'esprit, de votre lifestyle, de votre personnalité. Terminé la ménagère de plus de 50 ans, désormais, nous allons parler de jeunes mamans matérialistes et économes mainstream qui trouvent du réconfort en achetant des cacahuètes sur Amazon. C'est donc sur cette approche grapholo-mystico-astrologique que Cambridge Analytica a développé son offre à destination des politiques, annonçant qu'ils pouvaient orienter les élections. Ce qu'ils ont surtout orienté, c'est la fortune de Zuckerberg vers le bas, puisque le jeune homme a perdu 10 milliards en quelques jours. Tout ce bazar m'amène à plusieurs réflexions, qui sont des réflexions ou des croyances, c'est vous qui voyez.
Tout d'abord, je suis persuadé que nous ne sommes pas les likes ou les j'aime que l'on poste sur Facebook. D'abord parce que de plus en plus de personnes nous demandent de liker leur page, mais on va sans doute le faire de temps en temps pour les encourager, même s'il s'agit d'un restaurant ou d'une start-up qui vend des pelotes de laine en gros, peu importe. Alors qu'il y a d'autres informations que l'on va liker uniquement pour indiquer à leur auteur qu'on a vu passer l'info. Ensuite, si la psychographie est aussi efficace, pourquoi est-ce que les géants du e-commerce comme Amazon ne se jettent pas sur le sujet ? Et d'ailleurs, regardez, si vous créez une campagne de pub sur Facebook, vous allez voir que la sélection de votre cible est, certes, on va s'intéresser au centre d'intérêt des personnes que vous visez, mais elles sont surtout et toujours en majorité démographiques. Ensuite, n'oubliez pas, Cambridge Analytica est une entreprise qui a 3 ou 4 ans. C'est une start-up. Et que fait une start-up qui démarre ? Selon le fameux adage qui a coûté très cher à Theranos, on reviendra sur cette histoire un peu plus tard, le fameux adage du « fake it until you make it ». Est-ce que vous ne croyez pas que finalement la promesse de Cambridge Analytica qui promet d'orienter les élections n'engage que ceux qui y croient ? Pour la troisième et dernière réflexion, laissez-moi rephraser ce qui est reproché à Facebook, c'est d'avoir laissé un accès à nos données à une tierce partie qui se trouvait faire du marketing et qui a annoncé pouvoir orienter les élections. Maintenant, laissez-moi vous poser une question, surtout lorsque l'on a vu aux États-Unis et même en France comment les choix politiques à faire étaient diamétralement opposés. Est-ce que vous croyez vraiment qu'une application ou qu'un test ou qu'une pub sur Facebook allait faire changer d'avis quelqu'un qui était pro-Clinton ou pro-Trump ? Est-ce que vous pensez qu'une pub Facebook aurait pu faire passer quelqu'un d'un clan à l'autre, surtout quand on voit que certains sont complètement imperméables à la logique et aux faits et aux infos chiffrées ? Et là, les Athéniens s'atteignirent. Depuis qu'il y a des véhicules autonomes sur la route, les ingénieurs savaient qu'à un moment ou un autre, il y aurait un problème. Et problème il y a eu quand cette semaine, à Tempe, en Arizona, une femme a été percutée et tuée par un véhicule autonome de Uber. Cette femme, Hélène Herzberg, a désormais sa page Wikipédia qui la présente comme la première personne à avoir été tuée par un véhicule autonome et le second être humain à avoir été tué par un robot. Pour l'instant, nous savons peu de choses, à part que Volvo a vite dégainé son communiqué de presse expliquant qu'il n'était pas impliqué dans l'accident puisque le système n'avait pas été développé par Volvo. Hop là, c'est pas nous. Ensuite, malheureusement, on ne peut que s'interroger sur le fait que cette femme ait traversé de nuit une 4 voies mal éclairée. Et enfin, que mettre un être humain à la surveillance d'un robot n'est pas forcément une très bonne idée. Mettez-vous à la place du ou de la chauffeur Uber et imaginez-vous à sa place lorsque vous êtes derrière le volant d'une voiture qui se conduit toute seule et derrière laquelle rien ne se passe. Bien, je suis persuadé qu'au bout de quelques heures, vous aussi, vous aurez la tête ailleurs. Vous n'êtes pas un pilote de chasse. Ensuite, la vidéo qui a été partagée sur YouTube où l'on voit la conductrice au moment de l'impact, on se demande si elle n'était pas en train de jouer à Candy Crush. Slack a annoncé cette semaine, vous ne pouviez pas attendre la semaine prochaine ou attendre jamais, a annoncé que désormais les dirigeants des entreprises qui mettent en place Slack pouvaient avoir accès aux profils et aux messages personnels de leurs collaborateurs utilisant le système. Trop bien. Cette semaine, IBM doit une fière chandelle à Facebook, parce que sans cette affaire de détournement de données, IBM aurait sans doute été plus sur la sellette cette semaine, parce qu'ils nous ont rappelé à notre mémoire les problèmes de discrimination dans la tech. Il y a une discrimination que l'on connaît bien, c'est la discrimination de sexe. Maintenant, il y en a une autre, qui est la discrimination d'âge. Si dans les années 90, on était considéré comme un senior à partir de 55 ans, si en 2000, la barre était descendue à 50 ans, si en 2010, on parlait de 45 ans, pour IBM en 2018, nous sommes seniors dans la tech à partir de 40 ans. Et là, je suis dans le flou. Est-ce que je vais manger des chamallows à Saint-Malo ou est-ce que je continue l'émission ? Cette enquête publiée par ProRepublica synthétise les témoignages de plus de 1100 personnes qui ont fait partie des 20 000 personnes de plus de 40 ans qui ont été licenciées sur 5 ans par IBM. Cette enquête a identifié 4 méthodes, alors en anglais allegedly, donc qui auraient été utilisées par IBM pour virer ces vieillards. Le premier est la conversion stratégique dans laquelle on va transformer des réductions d'effectifs en départs volontaires.
pour éviter de faire tâche dans les médias en parlant de plan de sauvegarde de l'emploi ou plan de licenciement massif. Le second est le churn and burn, qui va utiliser le forced ranking, qui est très à la mode en France en ce moment, n'est-ce pas, pour virer des collaborateurs que l'on va ensuite rembaucher en CDD ou en intérim à un salaire inférieur, évidemment. Le troisième est très poétique, il s'agit du NDAs and muzzle. Alors NDAs signifie Non-Disclosure Agreement et muzzle c'est une muselière. En gros, on va forcer un collaborateur à signer un papier qui l'interdit de pouvoir parler à l'extérieur de ce qu'il s'est passé à l'intérieur. D'ailleurs, Le Monde a épinglé Google sur ce type de pratique et en général toutes les entreprises de la Silicon Valley. Le quatrième s'intitule Hiring from Without, ce qui signifie recruter de dehors. Donc pour les salariés qui ont été mis en danger, alors si vous êtes Amazon par le fameux Performance Improvement Plan, si vous vous souvenez, c'est Innovation Weekly 16, ou par n'importe quel collaborateur dont la performance a été jugée insuffisante par son manager, alors comme par hasard, vous pouvez toujours postuler pour un poste en interne, sachant qu'en parallèle, le manager qui chapeaute ces postes disponibles en interne a reçu la consigne de ne pas recruter ces personnes. C'est aussi simple que ça. IBM s'est défendue grâce à un communiqué de presse dans lequel elle dit « Nous sommes fiers de la capacité de notre entreprise et de nos salariés à se réinventer sans cesse dans le cadre de la loi. » Vous notez qu'ils ont mis entreprise avant salarié. Sur un ton plus léger, les éditions Pearson m'ont fait parvenir le dernier ouvrage de Jean-Michel Moutot, de David Autissier et de François-Xavier Dupéret. Ce livre est une boîte à outils, des outils de l'agilité, de la créativité et de la mise en collaboration. Ce livre est à mettre entre toutes les mains, du consultant débutant ou confirmé jusqu'au manager qui souhaite mettre en place une réunion un peu créative qui sorte du chamallow challenge. D'abord, ce livre peut être lu du début jusqu'à la fin, comme une notice de montage de meubles Ikea, où vous allez commencer par comprendre les limites des méthodes de management actuelles jusqu'à la façon d'organiser des ateliers agiles / créatifs. Vous y trouverez également des exemples de workshops clés en main. Maintenant, si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille quand même de passer par leur premier ouvrage, qui, malgré un choix de couleurs parfois un peu discutable, a le mérite de vous emmener vraiment du B à bas de l'organisation d'ateliers jusqu'à leur réalisation. Et ainsi s'achève la 20e édition d'Innovation Weekly. Il me reste à vous remercier d'être resté jusqu'ici et jusque-là. Vous pouvez toujours vous abonner à mes chaînes YouTube No One is Innovant ou Benjamin Chaminade et évidemment à liker ou j'aimer ma page Benjamin Chaminade sur Facebook. Promis, juré, je n'utiliserai pas vos données. À bientôt.